Cette semaine, au Libre Podcast, de l'ingénierie sociale au gouvernement canadien, le transgenrisme est-il un individualisme radical? La Chine a-t-elle des intérêts dans l'immigration massive? Sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis votre animateur, Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour, Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, pour commencer ce balado, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu une belle rencontre organisée à Québec au Temps perdu avec John Carpe et le Dr Provost également, qui t'ont accompagné dans une soirée dédiée à la liberté d'expression et la liberté en général, j'imagine. Peux-tu nous récapituler qu'est-ce qui s'est passé lundi dernier? Oui, on a tenu un 5 à 7 au Temps perdu à Québec, près de l'université, effectivement, sur le thème des droits et libertés. Libéromédia s'est chargé d'une partie de la tournée du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles au Québec. John Carpe, son président, était de passage à Montréal et à Québec pour promouvoir la mission de son organisme. À Montréal, on a d'ailleurs profité de l'occasion pour tourner une grande entrevue avec M. Carpe, qui est déjà disponible sur YouTube, qui est intitulé « Canada, l'état de droit en péril ». Point d'interrogation. Donc, M. Carpe revient sur les menaces à la liberté, effectivement, en général au Canada, notamment le projet de loi C-63, qu'il considère comme l'une des pires des projets de loi les plus liberticides de l'histoire moderne du Canada. Donc, je vous invite à aller voir notre entrevue avec lui, mon entrevue avec lui, c'est une grande entrevue. Donc, ça a été effectivement un succès à lundi à Québec. On a eu une 50aine de personnes qui sont venues. Puis on a échangé, il y a eu des prises de parole. Patrick Provost a pu faire le point sur sa situation. Ça a beaucoup intéressé les gens. On a quand même parlé 1 heure, franchement. Moi, j'ai toujours un peu peur, Francis, pas qu'on ennuie les gens, mais les gens, évidemment, veulent se parler, veulent échanger de manière un peu, évidemment, informelle, tout ça. Mais non, 1 heure où les gens sont restés très attentifs. Ils ont pu poser quelques questions aussi. Donc, on est parti sur une lancée d'événements Libre Média, je te dirais. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que Libre Média produit 2 conférences en décembre. La première, le 12 décembre, à Québec, à la scène Le Bourgneuf. Donc, un panel de figures de proue, en fait, des médias indépendants. On fait venir de France Alexis Poulain, très connu, journaliste qui gère Le Monde moderne, un média indépendant. Nicolas Vidal aussi, qui lui est le directeur du média Putsch, un éditorialiste assez connu aussi qu'on peut entendre le vendredi sur Tocsin, une radio alternative de plus en plus populaire. Il va y avoir Alexa Lavoie de Rebel News, que tout le monde connaît. Il va y avoir Yann Sénéchal, évidemment, du fameux podcast Yann et Frank, et moi-même. Donc, le thème, c'est l'avenir des médias et la liberté d'expression. C'est à la scène Le Bourgneuf et à Montréal le 15 décembre au Cabaret C à Laval. Les billets ne sont pas encore disponibles pour Montréal, mais probablement, ça dépend à quel moment vous écoutez le balado. En fait, ça se peut qu'il le soit. Ils vont l'être, les billets disponibles incessamment à Québec. C'est déjà sur le site de la scène Le Bourgneuf. Donc, je vous inviterai à faire assez vite parce que la dernière fois, si vous vous rappelez bien, avec le professeur Caron, à Québec, le 27 mai, tous les billets ont été vendus en 10 jours seulement. Je me demande si c'était pas 7 ou 8 jours. Donc, à Québec, c'est 140 places assises. Donc, pour les gens qui veulent venir à la conférence, faites vite parce que ça part très vite. C'est une belle occasion aussi de te rencontrer, Jérôme, et rencontrer tous les invités que tu viens de mentionner, vraiment des perles rares qui font rarement le déplacement jusqu'au Québec, qui vont être parmi nous pour discuter des enjeux liés, notamment à la liberté et le monde médiatique. Et on sait que ça bouge dans le monde, donc on va pouvoir vous écouter, discuter de l'ensemble de ces sujets. Et pour ceux qui veulent se procurer des billets, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cet épisode ou visiter Libre Média au libre-media.com.
Alors, Jérôme, un premier article publié sur Libre Média, écrit par Xavier Bélanger-Costa. Ottawa veut prédire et façonner le comportement des Canadiens. Donc, on est encore dans l'ingénierie sociale, pour faire référence à une conférence que tu as donnée il y a même pas un mois. Et dans un récent rapport, le Bureau des sciences comportementales de l'Agence de la santé publique du Canada détaille l'utilisation des sciences cognitives pour influencer, voire manipuler le comportement des Canadiens. Si les gens, c'est ça, voulaient une preuve que les gouvernements s'emploient effectivement à manipuler les populations, eh bien, la voilà. Donc, quoi de mieux qu'un rapport officiel du Bureau des sciences comportementales de l'Agence de la santé publique du Canada pour, c'est ça, nous offrir en fait l'évidence que des stratégies sont mises en place pour orienter le comportement, c'est-à-dire en fait façonner l'opinion publique, pour le dire clairement. Donc, il faut lire ce document-là ou pas, parce que bon, c'est quand même plus de 100 pages. En fait, on l'a résumé de 21 pages, en fait. Mais c'est un résumé, en fait, de toutes les recherches qui ont été assemblées là, pour donner, pour donner forme à ce résumé-là, en tout cas. Bref, on apprend plusieurs choses. C'est plein d'euphémismes, en fait. C'est plein on essaie d'atténuer, c'est plein de politiquement correct. Donc, au lieu de dire que, par exemple, on vise à influencer le comportement, bon, on va dire que on s'est employé à mettre en place des stratégies ici. Donc, comprenez un espèce de langage très aseptisé, là. Donc, il faut un peu lire entre les lignes. Mais pour les gens qui sont perspicaces, disons, c'est assez clair. Donc, je vous lis juste un extrait, par exemple. On va dire que bon, les facteurs cognitifs et comportementaux, ce que les gens pensent, croient et font, se sont révélés beaucoup plus prédictifs de l'adhésion à des comportements clés en matière de santé publique que les seules données démographiques. Donc, ça, c'est la page 13 du rapport. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que les sciences comportementales sont plus efficaces que, effectivement, les seules données démographiques. Donc, c'est quoi les sciences comportementales? Dans le fond, c'est de l'ingénierie sociale. Hein? Donc, c'est tout comment on joue un peu avec les mentalités, avec les émotions des gens, leur perception, il y a un aspect un peu marketing. Dans le fond, comment on vend le message du gouvernement. Donc, ça s'inscrit un peu dans une sorte de science de la consommation, en fait. Là. Donc, le gouvernement canadien qui, en gros, admet de manière tout à fait Décomplexé. mais encore là, sans trop le dire, comme je vous dis, parce que, bon, c'est un langage, c'est ça, là, un peu pseudo-savant, mais qui avoue, le gouvernement canadien, qu'on s'est employé intensément, en fait, à façonner l'opinion publique durant la pandémie. Donc, en fait, c'est comment on met en place des stratégies de communication pour convaincre les Canadiens de la validité des mesures sanitaires et de la vaccination. Donc, toute la question de la persuasion. En fait, on touche la propagande. En fait, comment je le répète, comment on vend le message du gouvernement et comment on veut, c'est ça, persuader la population de la légitimité du discours du gouvernement. Donc, ça va assez loin quand même. C'est des aveux assez compromettants. Nathalie El-Grabli en a parlé au Journal de Montréal. Elle dénonce carrément une manipulation là, du Canada par la part du gouvernement canadien de la population. Elle dit « Les sciences comportementales, c'est l'art de bidouiller les pensées, les émotions des individus pour orienter subtilement leur comportement à leur insu. » Elle dit « C'est l'instrumentalisation de la partie inconsciente et émotive de l'esprit humain pour piloter les décisions d'autrui. » Donc, ça a été dit dans un éditorial qui a été quand même qui a été presque viral. En fait, on pourrait dire sur X, du moins, c'est une catégorie d'internautes. Donc, imagine-toi donc, Francis, que tout bonnement, on a avoué effectivement qu'on cherchait à façonner les mentalités des Canadiens selon les objectifs d'un État. Donc, on n'est pas en URSS, on est au Canada. Oui, exactement. Mais en même temps, ce qui est troublant, c'est que d'une certaine façon, il y a une partie de la population qui est malléable à ce point. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une capacité de malléabilité de la population canadienne aussi grande selon toi? Est-ce que c'est l'échec du ministère du système d'éducation? Est-ce que c'est l'ultra-spécialisation qui fait en sorte que les gens se sentent de moins en moins compétents dans d'autres domaines de celui qu'ils ont été formés? Est-ce que c'est parce qu'on a de la
de la difficulté, en tout cas toi et moi, j'imagine, à s'imaginer le type de psychologie que ça prend pour penser que quelqu'un comme Justin Trudeau peut être à la tête de gens compétents. Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Je te dirais qu'au Canada, au Québec en particulier, l'absence de méfiance vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire au Canada, puis au Québec en particulier, on croit que le gouvernement est fondamentalement bon. Donc, c'est déjà arrivé que les gouvernements soient bons. C'est déjà arrivé souvent que les gouvernements soient mauvais, qu'ils aient de mauvaises intentions. Aux États-Unis, tu vois, avec la Révolution américaine, il y a une méfiance beaucoup plus grande envers l'État. Ça fait partie de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Parce qu'évidemment, la métropole oppressait la colonie. Bon, je ne refais pas l'histoire des États-Unis, mais on sait que même la culture des armes à feu aux États-Unis participe de cette méfiance finalement intemporelle des Américains envers les gouvernements. Au Canada, c'est complètement différent. On a adopté un autre modèle et on pense que l'État-providence, etc., que le gouvernement, c'est ça, agit pour notre bien. Il y a des gens qui le pensent fondamentalement, mais comme je vous dis, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que le gouvernement ait eu des intentions bienveillantes, mais durant la pandémie, je ne pense pas que ça a été exactement le cas. Non, mais il peut Donc, avoir des intentions bienveillantes, mais il peut être complètement inapte à réaliser ces intentions-là aussi. Là. Et je pense aussi, que mais c'est ça c'est qui est. question. C'est ça la question au Canada, oui, au Québec en particulier. C'est l'intention, elle est louable, mais la capacité à rendre les services dus de droit à la Il y a ça, ben population, oui. par droit qui découle des impôts payés, le pourcentage des impôts payés et des taxes payées par les citoyens, est absolument famélique. Là. Je veux dire, on a affaire à des résultats qui ne passeraient pas, je veux dire n'importe quelle entreprise. Et donc, d'où vient à la fois une naïveté, une confiance aveugle envers des gouvernements qui, dans les faits, là, mesurables, ne remplit pas sa mission. Donc, comment on arrive à ce point-là? Et là, on se rend compte que c'est peut-être de cet écart entre la capacité à rendre les services et l'impôt payé qui fait en sorte que des gouvernements comme le gouvernement du Canada a besoin de faire appel à des manipulateurs et des hypnotiseurs de l'ingénierie sociale, comme le montre ce récent rapport traité dans l'article. Ben, d'ailleurs, il y a une nouvelle qui est tombée hier. Tu parles de l'incapacité des États effectivement à rendre les services qui prétendent rendre. On a appris quand même que les Québécois en bonne santé ne seraient plus suivis par un médecin attitré, un médecin de famille attitré. Donc, possiblement que les Québécois en bonne santé vont se voir retirer leur médecin de famille. Écoute, c'est pas des farces, là, c'est Radio-Canada qui a sorti ça. Donc, on irait au Québec vers une sorte d'apartheid entre les gens en santé et moins en santé, ce qui ouvre la porte, évidemment, à un apartheid générationnel dans le sens où les gens, évidemment, qui sont plus vulnérables sont plus âgés. Donc, on irait peut-être au Québec vers une société où les jeunes n'auraient pas droit à un médecin de famille, alors que les vieux auraient droit. Ils auraient droit. Je ne sais pas si vous voyez, c'est absolument incroyable la dégringolade quand même du système public québécois. C'est complètement fou, là. Est-ce Donc, qu'on a imagine. affaire dans ce cas-là, est-ce qu'on a affaire à ce que j'ai appelé la génération entonnoir, c'est-à-dire tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après par un cercle concentrique se ramasse toujours avec les mêmes bénéficiaires finalement? Oui, oui, oui. Ben, moi, j'y vois une iniquité intergénérationnelle parce qu'on sait que au Québec, ben bon, les boomers ont quand même profité quand même pas mal de l'État-providence. En même temps, c'est historique, c'est pas de leur faute comme individu. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement démographique qui a porté ça. C'était un moment d'émancipation, révolution tranquille, etc. Mais je pense que le Québec vit au-dessus de ses moyens depuis un bon moment. Mais c'est pour enchérir sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, imaginez quand même une société où bon, vous êtes trop en santé, monsieur, pour avoir un médecin. On est dans cette société-là. Là. Mais le ministre de la Santé va évaluer ça. Radio-Canada l'a sorti, c'est fourette, c'est fourette. Mais je veux continuer à te répondre. Tu me disais, bon, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette malléabilité du public canadien? Bon, j'ai évoqué la méfiance, j'ai évoqué la naïveté, confiance aveugle, c'est tout à fait vrai. L'emprise du quotidien aussi, j'en ai parlé souvent, mais les gens n'ont pas le temps, en fait, souvent, ou ne veulent pas prendre le temps de réfléchir aux facteurs environnementaux, sociaux là, qui les gouvernent, finalement, qui
qui façonnent leur propre société. Donc, on est dans le métro, boulot, dodo, finalement, rénovation de la salle de bain. Bon, je le dis à la blague, bon, les gens s'intéressent plus au plancher chauffant, finalement, qu'ils vont faire poser en fin de semaine que, disons, au destin collectif des peuples. Là, bon, donc disons que les questions d'intérêt aussi, là, ça m'amuse beaucoup quand on dit, bon, la souveraineté serait de retour dans les conversations au Québec. OK, qui a vu ça? Peut-être dans certains siècles, plus à Montréal, où bon, la présence de l'anglais est plus forte. Ça m'apparaît être une fabrication médiatique, hein, malheureusement. Donc, l'emprise du quotidien, le manque d'intérêt pour la société, en fait, l'absence de conscience sociale, on va dire plus simplement. Et l'autre facteur, je te dirais, c'est évidemment tout le système de récompense aussi qui est mis en place par les gouvernements pour récompenser les gens qui adoptent les comportements qui sont donc, qui font la promotion. Donc, c'est une sorte de système de Air Miles étatique. Donc, bon, vous conformez. Bon, je ne veux pas dire qu'on est dans un système chinois, là, mais les gens ont intérêt, par exemple, dans leur travail, on le sait, bon, n'ont pas intérêt, en fait, à s'élever contre bon, le discours dominant. Donc, bon, il y a une sorte de système, les autres professionnels, bon, qui empêchent les gens de s'exprimer librement. Donc, en fait, se conformer, rentrer dans le moule est relativement payant, entre guillemets. Donc, faire ses petites affaires au Québec, au Canada, en général, ça ne nous nuit pas dans notre petit train-train. Donc, tu sais, c'est ce système de récompense, en fait, c'est ça. Vous êtes récompensé symboliquement en REER. Bon, faites vos petites affaires, puis vous avez droit à vos petites économies, puis faites pas trop de bruit, élevez pas trop la voix, puis vous allez pouvoir faire construire votre piscine dans quelques années. Puis, il y a beaucoup de ça au Canada. C'est une société chalet, hein, donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Puis moi, ce qui me traumatise, c'est justement comme dans le film A Man for All Season, Thomas More, un homme pour toutes les saisons, on lui proposait à la fin de corrompre son âme en acceptant le divorce du roi. Et il y a justement son associé ou son acolyte apprenti qui le vend et qui finalement finit par le trahir, et Thomas More de lui dire il ne vaut jamais la peine pour un homme de perdre son âme pour tout l'or du monde, mais pour le pays de Galles, comment avez-vous pu être corrompu pour si peu? En gros, c'est ce qu'il dit. Donc, moi, c'est un peu ma vision. Je veux dire, OK, la corruption, bon, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, ça sera toujours le cas, mais la capacité des Québécois et des Canadiens à se faire corrompre pour si peu, pourquoi? Pour des murs en plastique ondulé sur des maisons. Moi, la laideur du territoire et la laideur du parc immobilier québécois me frappera toujours. Oui. C'est sûr que j'ai vécu certaines expériences en Europe avec la grandeur de l'architecture traditionnelle européenne. Et donc, on regarde comment nous, on s'est construit des maisons qui ressemblent à des étables. Ça m'a toujours frappé. Enfin, tout ça pour dire que dans un récent rapport, le Bureau des sciences du comportement a révélé vouloir manipuler, et là on peut utiliser le mot, les Canadiens pour leur faire obéir aux règles du gouvernement. C'est un article qu'on peut lire sur Libremédia ou libre-media.com. Un deuxième article qui est traité et même écrit sous ta plume, Jérôme Blanchet-Gravel, dans la catégorie actualité de Libremédia. Le transgenrisme est un individualisme radical. Alors, dans cet article, tu manifestes à quel point le transgenrisme n'était pas vraiment une idéologie de gauche, mais obéissait plutôt à une logique individualiste et à des intérêts financiers. C'est une entrevue que tu as pu réaliser avec José Erasti, qui est professeur de psychologie à l'Université d'Oviedo en Espagne. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein, c'est M. Erasti, qui est professeur de psychologie, qui, comme plusieurs personnes en fait, se sentait jusqu'à récemment assez de gauche. C'est vraiment pas le seul, hein, à être dans cette situation-là. Au Québec aussi, on a des gens qui se sentaient de gauche jusqu'à très récemment et qui se sentent de moins en moins en raison du basculement de la nouvelle gauche dans un univers qui est en fait étranger à leurs valeurs.
Qui est même Donc, parallèle par rapport à la réalité souvent aussi. c'est ça. On Donc, pourrait il est ajouter. déconnecté, oui, c'est ça, mais non seulement des questions économiques fondamentales, mais de la condition, en fait, des conditions de vie d'une bonne partie de la population. Donc, la déconnexion de la gauche, bon, c'est pas un sujet tout à fait nouveau là, qu'on aborde, mais bon, M. Erasti, qui est un des critiques, en fait, du transgenrisme en Espagne, comment ça s'est passé, en fait, bon, durant mon dernier séjour à Madrid en juillet, j'ai lu son article, en fait, dans le journal ABC pour vous conter un peu comme la démarche un peu des journalistes. Et je tombe sur un excellent article dans le journal ABC, qui est un journal plutôt conservateur en Espagne. Et monsieur Erasti bon, dénonce l'utilisation de la notion de dysphorie de genre chez les jeunes. La dysphorie de genre, c'est une sorte bon, de malaise psychique qui correspond à une mauvaise équivalence entre son sexe biologique et son sexe bon, ressenti. Donc, en fait, c'est quand on se sent, bon, on a un malaise psychologique parce qu'on se sent finalement prisonnier du mauvais corps, pour le dire comme ça. Et cette notion-là, finalement, est de plus en plus employée pour légitimer des changements de sexe, des processus de changement de sexe, des transitions, comme on dit dans le langage de ce mouvement-là. Et M. Erasti, bon, est quand même très courageux, donc je tombe sur son article dans le journal. Je le contacte et pour bon, finalement faire cette entrevue-là il y a quelques semaines pour réussir à la publier, surtout à l'écrire, bon, un mois plus tard. Mais des fois, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est toujours autant d'actualité qu'il y a quelques semaines. Donc, Monsieur Rassi, c'est ça qui nous raconte son parcours, c'est comment il en est venu finalement à rompre d'une certaine façon avec la gauche espagnole qui est un peu complexée en fait par rapport au monde anglo-saxon. Donc, il nous raconte aussi que euh, être woke en Espagne, c'est une manière de se sentir à l'avant-garde, de se sentir faire partie de ce grand mouvement là, progressiste. Donc, comment expliquer que dans des pays aussi conservateurs, en tout cas qui étaient conservateurs jusqu'à très récemment, comme l'Espagne, comme tous les pays d'Amérique latine, en fait, c'est la même problématique qu'on retrouve en Amérique latine, c'est-à-dire, je posais la question à Agustín Laje récemment à Mexico, comment le wokisme a réussi à imposer euh, une idéologie aussi étrangère, en fait, aux valeurs fondamentales de l'Amérique latine, du monde hispanophone jusqu'à récemment. La réponse, ben, c'est ça. C'est que comment la gauche woke a réussi à imposer ses idées en Amérique latine, d'abord à travers le déploiement de plusieurs lobbies, en fait, le déploiement à travers le financement de plusieurs lobbies. Donc, c'est pas innocent, ces questions-là. Et ce que dénonce M. Rasti aussi, c'est évidemment les intérêts de l'industrie pharmaceutique à promouvoir les processus de changement de sexe chez les jeunes. Donc, il y a des chiffres qui sont sortis récemment, que Libremédia a partagé, que je rappelle dans l'article. Donc, quand même, il faut le mentionner, le marché des chirurgies de changement de sexe a été évalué à 722 millions de dollars américains en 2023. Ça, c'est à l'échelle mondiale et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 11,4 jusqu'en 2032. Donc, vous voyez quand même que ça représente beaucoup d'argent. La même année, aux États-Unis seulement, le marché de la prise d'hormones à des fins de transition a été évalué à 1,6 milliard. Donc, pour les gens qui pensent que il n'y a aucun intérêt financier derrière le transgenrisme, bien évidemment, ces gens-là sont dans l'erreur complètement. Et M. Erasti, qui, je le répète, se sent encore de gauche, ça le choque beaucoup là, de voir que finalement, le transgenrisme n'est pas seulement une question d'émancipation personnelle, c'est une industrie qui soutient largement cette idéologie-là. Donc, encore une fois, la naïveté de certains woke au Québec, au Canada, de penser qu'il ne s'agit que pour l'individu de s'affranchir d'une oppression qui serait seulement sociétale, s'affranchir seulement en fait de schèmes de pensée qui seraient trop traditionnalistes, etc. Mais non, vous êtes finalement les nouveaux esclaves. Vous pensez vous affranchir des traditions, mais vous devenez les nouveaux esclaves, en fait, d'une nouvelle industrie, de nouveaux acteurs hyper puissants qui, encore une fois, vous manipulent. En fait, c'est ça le drame. Tous ces jeunes qui subissent, en fait, des traitements souvent irréversibles sont les victimes de
les victimes manipulées de ce nouveau système, cette machine qui s'emploie à, écoute, c'est pas des farces, là, carrément à charcuter des fois des membres encore sains au nom du progrès. Imaginez quand même à quel point ça va loin quand on est rendu à amputer le membre ou des membres d'une personne en santé qui peut-être va le regretter dans quelques années. Donc, c'est important de revenir. Nous, on suit beaucoup ça à Libre Média, le transgenrisme, qui est une question qui, je ne sais pas pourquoi, Francis, j'ai certaines pistes certaines hypothèses, mais la question prend moins, en fait, dans le monde francophone que dans les mondes hispanophones et anglophones. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais on dirait que les C'est gens... peut-être dû à l'ingénierie sociale dont on parlait dans la première partie. Oui, mais on dirait qu'au Québec, les gens ont quand même l'air moins sensibles au sort des jeunes, honnêtement, que dans le monde hispanophone et anglophone où la question Il y en a peut-être explose. moins. C'est-à-dire que quand tu côtoies pas une réalité, ça te touche pas. Là. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées qui côtoient de moins en moins de jeunes, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Donc, pour eux, c'est pas un enjeu. Là. Mais Oui, selon toi... il y a ça peut-être. L'absence aussi de religion, je te dirais, je pense, pèse fort. Dans le monde, on sait qu'aux États-Unis, la religion est encore présente et les gens religieux sont plus sensibles, en fait, au sort des enfants. Je dis, là, je pense que c'est sociologique. Dans le monde hispanophone, c'est très clair, un monde que je fréquente, mais je ne sens pas au Québec cette indignation que je sens dans le monde anglophone et hispanophone sur cette question-là. Donc, nous, en tout cas, je persiste, moi, à y travailler, puis je sais qu'on a un public, nous, à Libre Média, qui suit ça, mais à chaque fois, je me dis, je le vois quand même dans les réactions, la polémique prend moins. C'est-à-dire, alors que souvent, c'est scandaleux, mais les gens, effectivement, au Québec, en France aussi, on a commencé quand même à en parler avec, tu vois, tu as fait une entrevue avec Marguerite Stern, etc. On commence à en parler de ces questions-là, mais j'étendrais même, en fait, l'échantillon à la France. C'est-à-dire, le monde francophone est moins sensible actuellement à la question trans que le monde anglophone et hispanophone. l'exclusion de l'Afrique, là où se trouve peut-être la majorité des francophones aujourd'hui. Mais justement, quand tu parles je peux pas parler pour l'Afrique, par exemple. La francophonie est très, très bien représentée sur ce continent, ce beau continent africain. Mais justement, toi, tu fais mention du religieux ou de l'absence du religieux. Est-ce que c'est pas plutôt l'absence des religions ou de la popularité des religions traditionnelles? Parce que pour moi, le wokisme, le progressisme et tout ça, ce sont des excroissances du religieux qui se vécu à l'extérieur des cadres des systèmes religieux traditionnels hérités souvent de millénaires. Là. Donc, on a affaire à... Est-ce que le progressisme, par contre, n'atteint pas, selon toi, en ce moment, ses limites et sa pertinence comme grille d'analyse, comme perspective globale d'analyse du monde avec des mouvements comme celui du transgenrisme? Est-ce qu'on n'a pas atteint... Est-ce qu'il n'y a plus vraiment de bien qu'on peut retirer là, de ce système ou de cette historiographie progressiste? Le mot progrès. Le progrès, c'est toujours ce qu'on considère à être mieux que ce que nous sommes actuellement. Donc, le progrès, s'applique par exemple à la science. La science progresse, c'est-à-dire qu'elle trouve des nouvelles applications. Elle fait des découvertes par rapport aux lois de la nature, mais elle trouve des nouvelles applications à ces lois-là qu'elle découvre, et on peut trouver dans la technique, par exemple, le développement de tous les... par exemple, des nanotechnologies est un progrès par rapport à ce que nous avions précédemment. Mais dans le domaine des valeurs ou, disons, de la société, on avait tendance à lire notre expérience vécue sociale de la même manière, c'est-à-dire nous prenons la ville, par exemple, de Montréal, nous construisons davantage et davantage, la ville grandit, il y a une plus grande population, il y a un bouillonnement culturel et tout ça. Ça, c'est le progrès. Donc, on est pendant un siècle, et même plus, là, depuis 4 siècles, depuis la fondation de Montréal ou de toute société, on a grandi, on a été mieux que ce qu'on avait avant. On n'est pas
par exemple, à Montréal, on n'est pas en train d'essayer de chasser l'hiver pour se nourrir. Donc, il y a des facilités, on a amélioré notre sort. Mais est-ce que cette vision-là d'une histoire vécue ou est-ce que demain sera mieux, n'est-on pas aujourd'hui à court? C'est-à-dire, ne voyons pas, est-ce qu'on assiste à un renversement? Les gens, de plus en plus, se rendent compte que finalement, peut-être que demain sera pas mieux qu'aujourd'hui. Au Ouais, ouais, contraire, ouais. ça va être pire. Donc, en ce sens-là, le système progressiste, c'est-à-dire celui qui voyait dans les actions, les changements sociétaux et sociaux, etc., un progrès, est-ce qu'on n'a pas atteint ses limites, par exemple, avec le transgenrisme, qui est Ben, je vu sous pense la que, lumière comme le dernier bastion du progressisme, là. Mhm. Ben, je pense que l'erreur de plusieurs, ça a été confondre changement et progrès. C'est-à-dire tout changement n'est pas forcément un progrès. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut inclure dans la notion de progrès, c'est-à-dire l'évolution au sens large. Euh, Évidemment, le progrès est un mot qu'on emploie pour différentes choses, là, mais d'abord, le progrès technologique, c'est-à-dire le progrès moral, c'est autre chose. Le changement comme tel et le progrès moral, c'est pas la même chose. Donc, moi, je pense qu'on a atteint effectivement les limites de la prétention à aller vers un progrès moral. C'est-à-dire la gauche, oui, je pense que le transgenrisme est l'illustration et le naufrage, en fait, là, je veux dire, c'est la chute de cette gauche c'est les limites de la gauche qui prétend faire le bien, là. Quand on est rendu à charcuter des enfants, je pense que là, honnêtement, on a atteint vraiment les limites de la logique, là. Donc, je pense que les Mais gens, à tous les niveaux, y a-t-il aujourd'hui, on comprend là, que, par exemple, au Québec, être de gauche, ça veut dire, dans la mentalité des gens, être une bonne personne. Si une telle chose est possible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dédouaner? Est-ce qu'on peut associer l'un et l'autre? Est-ce qu'il y a encore une bonne gauche? Est-ce qu'il y a encore des bonnes intuitions à gauche aujourd'hui? C'est ça la grande question, parce que si on regarde les faits, si on regarde ce qui est livré, si on regarde la réalité, on se rend compte que toutes les intuitions ou les intentions de gauche, ce que la gauche fait va absolument à l'inverse. Donc, est-on encore aujourd'hui, disons, dans une optique de progrès? Est-ce que le progrès nous permet aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans la société? non, je pense que la notion, ben, un peu comme en fait, les notions de gauche et droite qui, de plus en plus brouillées, je pense qu'effectivement, les grilles, les interprétations sont plus exactement les bonnes. Et la question, c'est ça, est-ce que la gauche nous emmène encore aujourd'hui vers un monde meilleur? En gros, on pourrait le résumer de cette façon-là. Je pense que non. Et encore une fois, euh, la limite a été atteinte avec les enfants, avec euh, cette expérience de laboratoire, faire des enfants des cobayes d'une expérience pseudo-progressiste qui est en fait vraiment un dérapage techno-idéologique incroyable. Même l'Université Laval avait annoncé un programme pour congeler les ovules de jeunes femmes qui seraient appelées à se faire enlever les ovaires, mais qui voudraient conserver leurs ovules au cas où elles le regretteraient, là. Ah, mais c'est fou raide, là. Ça, c'est à l'Université Laval. Moi, j'habite pas très loin, là. On est dans une société où tu as, un labo à l'Université Laval qui explore ces possibilités-là. Donc, on est carrément dans le transhumanisme, là. En fait, là, on va vers le transhumanisme. Le transgenrisme ouvre la porte au transhumanisme dans la mesure où c'est la vision d'un corps malléable à l'envie. Donc, finalement, ça ouvre la porte à la robotisation du corps, à toute la question de la performance. C'est un humain augmenté, dans le fond. Donc, pour en arriver à cette vision-là, il faut passer par cette espèce d'existentialisme radical où l'individu pense qu'il peut finalement il contrôle son corps. Dans le fond, il devient une espèce de machine. Bon, moi, ça me tente d'être femme. Demain matin, je me fais greffer bon, quelque chose. Donc, on est dans cette vision de l'homme un peu machine. C'est clair. Donc, non, je pense que la prétention de la gauche à nous emmener vers un monde meilleur, c'est assez effondré. Après, je pense qu'il y a encore ailleurs des bonnes gauches. Tu te poses la question aussi, est-ce qu'il y a encore des bonnes intuitions à gauche? Oui.
il y en a des fois. Pour ce que ça veut dire encore la gauche, en Amérique latine notamment, moi je crois encore qu'il y a des inégalités qui doivent être corrigées, pas au moyen de l'ingénierie sociale, mais au moyen de la conscientisation, augmenter l'autonomie de certaines communautés. Je crois encore à ça, en Amérique latine notamment. Je pense que les Autochtones, par exemple, du Mexique doivent être plus autonomes. Je le crois sincèrement. Au Canada aussi, d'ailleurs, là, d'une certaine façon, bon, sans évidemment tomber dans de nouvelles formes d'inégalité, comme quand certaines communautés ne veulent pas payer l'hydro, là, bon, des affaires de même, là, alors que tout le monde doit quand même participer à la société. Mais non, je pense que le transgenrisme, bon, je ne le répéterai pas encore, mais est vraiment l'aboutissement de ce naufrage, en fait, de la prétention de la gauche à être moralement supérieure. En fait, c'est amoral faire ça. Ce n'est plus moral et on a perdu notre boussole morale à travers ça. Pour moi, c'est très, très clair. C'est très clair. Et si justement le progressisme est un mythe politico-religieux, là, par quoi doit-on le remplacer selon toi? Quelles sont tes intuitions? Là? Quel devrait être le nouveau paradigme là, qui se substitue au progrès? Est-ce que c'est le déclin? Le problème avec le déclin, c'est qu'on peut pas le souhaiter. On peut le constater, mais on peut pas le souhaiter. Donc, cherchons un nouveau paradigme que l'on peut souhaiter. Bonne question. Ben, peut-être l'acceptation d'une certaine finitude, là, comme on dit, c'est-à-dire accepter que l'humain ne peut pas tout contrôler. Ça ne veut pas dire de tomber dans un pessimisme, je veux dire, un pessimisme dépressif, là, mais il va falloir on l'a vu durant la pandémie, ça a été ça aussi une des leçons, c'est-à-dire on ne peut pas tout contrôler. On a eu des avancées, effectivement, qui correspondent à des avancées, oui, morales, je pense, en termes de redistribution de la richesse. Là, encore une fois, c'est comme le monde à l'envers, c'est le retour du balancier où, bon, tu crées une société au Québec où tu penses qu'il est plus égalitaire, finalement, tu crées une case de ci, une case de ça. C'est la case de Javier Milei, c'est-à-dire une case de super fonctionnaires qui gagnent plus de 500 000 pour pas faire grand-chose ou créer d'autres. Donc, au nom de l'égalité, on a créé de nouvelles inégalités. Ça, c'est sûr. Donc, au Québec, donc la pandémie, ça a été ça aussi, de montrer que, bon, le virus, quand même bien, vous voulez le contrôler, sa circulation, ça fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et si on n'accepte pas qu'on est finalement qu'on reste encore impuissant face à la création, dans le fond, on ne peut pas tout contrôler dans votre vie, ni de la société comme telle, malgré toutes les expériences d'ingénierie sociale. Oui, on peut contrôler, essayer de manipuler les gens, mais il y a toujours, ça reste des écosystèmes, ça reste. Il y a une part de chaos quand même dans l'humanité. Il va toujours avoir des imprévus, là. Donc, l'histoire a été très imprévisible. On a prétendu, en fait, quand vous voulez contrôler le monde, finalement, ça peut vous exploser d'en face, pour dire autrement. Il y a toujours des contre-coups à ça. Donc, je pense que le nouveau paradigme, je ne suis pas sûr que c'est un paradigme, puis je vais te laisser répondre après, mais je pense que juste accepter qu'on ne peut pas tout contrôler comme société et comme individu serait déjà, disons, ça pourrait contribuer à apaiser, disons, notre humanité. Tu sais. Mais toi, réponds sur le paradigme, parce que c'est assez large aussi, là. Ben, ça veut dire que exactement, c'est très, très large. Mais il me semble qu'il manquerait quelque chose de positif ou le mieux, parce qu'on ne peut pas se sortir de l'optique du mieux. Donc, il faut que ça soit mieux que l'aujourd'hui. Et là, si on présente ça comme les limites, OK, oui, je suis d'accord, mais en même temps, est-ce que ces limites-là vont nous amener quelque chose, entre guillemets, de mieux que ce qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que c'est pas une forme de statu quo? Je comprends ce que tu veux dire, parce que là, on est trop loin, donc là, ça va mal, donc oui, ça va être mieux parce que ça va être moins mauvais. Mais est-ce que c'est pas, disons, un peu négatif comme paradigme? Il faudrait rajouter quelque chose là, de plus positif qui, tu sais, je sais pas, je donne un exemple, un qui est à la fois dans ce cas de la limite et à la fois dans l'extrême futurisme, c'est Elon Musk, là. Donc, à la fois, il veut préserver un ordre de liberté, à la fois économique, mais en même temps,
il fait des recherches sur l'intelligence artificielle extrêmement poussée, Neuralink, SpaceX, tout ça. Donc, lui, il projette encore un peu de ce scientisme-là, disons, scientisme au sens d'idéologie du salut de l'humanité par la technique. Mais est-ce que c'est pas une excroissance, disons, du même mythe du progrès chez lui? Bon, ça, on pourrait faire des analyses ou des thèses de doctorat. Donc, il me semble qu'il manque un peu d'épices au sens, là, ah oui, ça vaut la peine de tout sacrifier pour aller, pour se donner à ça. Là. Mais les mythes, mais je pense que les mythes, par exemple, de l'égalité, bon, tous ces mythes-là, c'est terminé. Là. On est plus là du tout. On est plutôt dans l'acceptation, disons, de la différence, de la distinction. En tout cas, tout ça pour dire que le transgenrisme et ses excès nous mènent aujourd'hui à nous poser des questions sur les grands idéaux qui nous animent, spécialement en Occident. Et c'est ce qu'on peut lire dans cet article, cette entrevue que tu as réalisée, Jérôme, intitulé « Le transgenrisme est un individualisme radical », un article que nous pouvons lire sur Libre Média au libre-media.com. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent. Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libre Média se tient debout. Libre Média est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté. Alors, une autre nouvelle qui a fait beaucoup jaser cette semaine, encore une fois entourant cette personnalité très importante du monde médiatico-politique actuel, Elon Musk. Donc, il s'est passé quelque chose, il y a eu des développements sur ce dossier que nous suivons ici à Libre Média sur la liberté d'expression au Brésil et notamment, disons, le bannissement qui avait été fait de l'application X sur ces États-Unis d'Amérique du Sud, pourrions-nous dire. Alors, Jérôme, quel est l'état de la situation? Qu'est-ce que ça nous apprend un peu là, sur cette question de la censure en Occident? Mais c'est une bonne nouvelle, en fait, il faut l'avouer. Même si ça reste un précédent grave, mais X a été finalement rétabli au Brésil. Donc, après quarantaine de jours, en fait, on rappelle aux auditeurs que le juge Alexandre de Moraes, c'est lui qui a pris cette décision de suspendre X. Il y avait un litige avec Musk, qui a pris un peu la forme d'ailleurs d'un conflit de personnalité entre les deux. Donc, les Brésiliens n'avaient plus du tout accès à X du jour au lendemain sur l'ensemble du territoire. Donc, le dénouement, comme je viens de le dire, est positif, mais reste qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait bannir un réseau social important dans un pays de 220 millions de personnes. Donc, c'est un précédent extrêmement grave. Est-ce que c'est pas une défaite pour Elon Musk, là? C'est-à-dire qu'il est obligé de backer, là, comme on dit en bon français? Je veux dire, c'est une victoire, c'est une défaite pour lui, là. Je pense que oui. Je pense qu'il a dû effectivement piler sur son orgueil. C'est quelqu'un quand même qui est assez... qui utilise encore une fois disons, il y a une manière de communiquer qui peut heurter quand même des fois à l'occasion. Par exemple, on sait qu'il avait présenté le juge de Moraes comme en Voldemort, donc la fameuse figure là, d'un personnage obscur de Harry Potter. Donc, c'est sûr que, disons, Musk avait un peu provoqué, c'est vrai, de Moraes. Puis je le rappelle, au Brésil, c'est les juges qui mènent. Hein. C'est vraiment le pouvoir judiciaire qui contrôle en fait une partie, là, qui dirige une partie de la vie politique là-bas. Alors que le pouvoir judiciaire, c'est pas censé être la politique, mais le judiciaire. Enfin, mais oui, je pense que c'est une défaite pour Musk. En même temps, ça montre que, avec des compromis quand même, on peut avancer. Là. Je pense que c'est bien qu'il ait pu trouver un terrain d'entente. Il va falloir quand même que Musk, des fois, soit un peu plus, sans renoncer à ses idéaux,
pour la liberté d'expression, peut-être un peu plus pragmatique pour peut-être, c'est ça, pour nous donner une chance, en fait, dans un monde d'ultra-censure. C'est quelqu'un vraiment, un militant de la liberté d'expression extrêmement important. Mais des fois, il va peut-être être forcé de faire des concessions, peut-être pour assurer en fait la durabilité de son modèle, là, parce qu'il se bat vraiment contre des courants contraires très, très, très forts. Donc, est-ce que c'est une leçon qu'on peut tirer, peut-être là? Parce que dans le fond, c'est bien quand même que ça a été rétabli. C'est même très bien, là. Oui, on peut penser aussi à long terme, c'est-à-dire à court terme et à long terme, c'est la libre circulation des idées sur X et partout, même au téléphone ou C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui est absolument important pour toute société, pour pouvoir justement évoluer, puis apprendre que le débat libre et en toute transparence sert l'intérêt des sociétés. Et donc, peut-être que les juges censeurs de ce monde, avec une plus grande liberté de parole, vont se sentir de moins en moins menacés par cette même liberté. Ils vont finir par éventuellement peut-être en profiter ou que sais-je, mais je pense qu'il faut essayer de convaincre par tous les moyens moraux possibles, de convaincre tout le monde que le dialogue et la liberté de parole, c'est la meilleure solution pour la paix sociale et pour le progrès, encore une fois. Oui, je pense que oui. Parce que la question, c'est est-ce que c'est mieux que X soit banni au Brésil pendant des mois, voire des années, ou c'est mieux que Musk fasse quelques concessions qui sont peut-être effectivement, qui ont peut-être renoncé à certains principes temporairement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mieux là? Donc, évidemment, pour nos amis brésiliens qui sont pour la liberté, etc., c'est mieux que X soit rétabli sous certaines conditions que juste pas rétabli. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Puis, ça nous laisse le temps, en fait, simplement de nous préparer à d'autres batailles. Puis, c'est correct. Dans l'état actuel des choses, c'est comme ça qu'il faut quand même composer, malheureusement, avec la réalité. Et on ne pourra pas toujours gagner à 100%. Des fois, c'est 80, des fois, c'est peut-être pas du tout. Mais ça donne aussi à des futurs juges, parce que bon, il y a les juges actuels et il y a les juges en devenir. Et justement, ces juges en devenir vont peut-être être convaincus justement de la légitimité disons, de la liberté de parole, la liberté d'expression. Donc, il faut vraiment voir ça à long terme. Il ne faut pas vraiment... il faut pas... C'est une bonne chose qu'Elon Musk, finalement, n'ait pas réduit ce litige à un conflit de personnalité. Oui, oui, tout à fait. Très important, oui. Donc, bonne nouvelle pour nos amis brésiliens, bonne nouvelle pour tous ceux qui soutiennent la liberté d'expression dans le monde. Donc, quand il y a une bonne nouvelle, il faut la reconnaître quand même. Mais Elon Musk, c'est vraiment quelqu'un de fascinant, hein, parce que je ne sais pas si tu le suis, parce qu'il se prononce, oui, là, comme il l'a dit dans l'entrevue avec Tucker Carlson, il est all-in avec Donald Trump et les républicains, mais on suit au même moment, dans la même journée, il fait un live stream sur X d'une partie de Diablo 4, qui est un jeu d'ordinateur. Et dans la soirée, il lance 3 nouveaux produits chez Tesla, dont, par exemple, hier soir, là, il s'est fait attendre parce que c'était censé être à 10h le soir, jeudi soir, et finalement, c'est arrivé à 10h40. Là, il y avait eu le temps d'accumuler plus de 2,5 millions de personnes qui regardaient en direct sur X ce lancement. Et là, il a lancé à la fois des robots-taxis, donc des taxis qui se conduisent tout seuls. Il n'y a même plus de volant, il n'y a même plus de pédale pour avancer ou reculer là, dans ces taxis-là. Il a lancé un autobus qui fait la même chose, c'est-à-dire des autobus complètement indépendants qu'on peut même pas conduire, ou peut-être avec son téléphone portable, que sais-je, si jamais il faut remorquer. Et il a lancé la dernière génération de robots, ces robots humanoïdes qui seront éventuellement, selon ses projections, disons, dans toutes les familles d'ici 20 ans. Donc, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et tout cela entre 2 lancements de fusées dans l'espace. Il y a quelque chose de fascinant chez ce personnage qui, à la fois, disons, inspire la sympathie de certains, peut-être même un culte pour d'autres, et pour d'autres, il devient un peu l'ennemi juré, même si eux-mêmes roulent
dans des véhicules qu'il a construits. Il y a quelque chose de fascinant, tu trouves pas, dans cette figure d'Elon Musk, là, puis comment... Puis un peu de cette folie du génie aussi, là, non? Qui s'exprime et qui est imprévisible. Et là, les gens essayent de se positionner, mais au moment où ils se positionnent, ben là, ils viennent de se rendre compte que le gars a fait deux pas à gauche ou 2 pas à droite ou en avant, en arrière. Ça amène un peu de fraîcheur dans l'univers actuel qui, justement, essaye de tout programmer. Oui, ben effectivement, je le suis. Je trouve que c'est un personnage un peu inclassable aussi. Donc, tu sais, on dit qu'il est à droite. Là, c'est clair que là, il est à droite avec son appui à Donald Trump. Mais en même temps, c'est ça, c'est un transhumaniste. Il a popularisé les chars électriques, donc c'est un environnementaliste. Là. Un environnementaliste. Est-ce que les catégories de gauche-droite sont vraiment pertinentes dans ce cas-ci? Et c'est aussi, soyons clairs, un transhumaniste. Donc, tout ce qui est Neuralink, donc ça, c'est pas du tout accepté par des gens, par exemple, comme... Oui, mais transhumaniste, mais en même temps anti-transgenrisme. Parce qu'il a dit que le virus woke, il avait emporté un de ses enfants et tout ça. Nataliste, puisqu'il a 12 enfants, il dit qu'il n'y a pas assez de monde sur la Terre, contrairement à... Il y a vraiment quelque chose... je sais pas, j'arrive pas à le classer. Ben c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu inclassable. C'est un type qui, malgré tout, il faut faire des nuances avec lui, et tant mieux. Donc, on peut pas juste dire l'extrême droite, mais l'extrême droite, techno-extrême droite, tu sais, bon, avec Tesla, éco-techno, extrême droite, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je pense qu'on le caricature trop facilement. C'est quelqu'un, sur qui vont être écrites 50 000 biographies non autorisées. Moi, je pense, comme journaliste, je pense quand même qu'il est allé un peu loin dans sa partisanerie. En même temps, est-ce qu'il est inquiet à ce point-là pour la liberté d'expression face à une potentielle victoire démocrate? Mais c'est ce qu'il dit, hein? Il dit que si les démocrates gagnent, c'est la dernière élection des États-Unis. Là. Finalement, c'est la fin de l'histoire des États-Unis qui est à nos portes, selon lui. Ouais, c'est un peu apocalyptique quand même. En même temps, oui, il y a des craintes légitimes. Mais écoute, comment dire... j'ajouterais simplement que c'est ça, on le caricature alors qu'on comprend pas vraiment, effectivement, son positionnement est trop complexe, en fait, pour c'est ça, trancher, puis dire, lui, il va dans ce coin-là, il rentre dans cette case-là. Non. C'est un personnage nécessaire, mais c'est ça, qui est très provocateur et qui prête flanc à la critique quand même pour son style de communication. C'est pas la première fois que je le dis, mais moi, je trouve comme le recours au mime. En même temps, il communique, je veux dire, c'est extrêmement efficace, là. Donc, peut-être qu'il vise simplement l'efficacité, mais quelqu'un qui joue vraiment sur la culture web avec, effectivement, un grand talent, mais avec les conséquences que ça emmène. C'est-à-dire, quand on fait des mimes sur un juge de la Cour suprême au Brésil, c'est sûr que, tu sais, il ne faut pas s'attendre non plus à un dénouement très rapide, là. C'est ça, vous comprenez, là. Mais c'est un personnage extrêmement nécessaire que j'aimerais bien rencontrer éventuellement pour une entrevue. Et cette liberté de parole lui coûte quand même parce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui à Wall Street, les analystes et les grands financiers de ce monde ne lui ont pas laissé les choses faciles avec la valeur de Tesla là, qui vient de prendre une chute vertigineuse là, à l'heure où on se parle là, d'environ 8,5 %. Donc, boum, ça tombe rapidement, mais ça peut remonter aussi rapidement. On voit, c'est une action assez volatile. Merci. X, finalement, rétabli au Brésil, un article à lire de la rédaction en collaboration avec l'AFP sur le site de Libre Média au libre-media.com. Un dernier article qu'on va traiter dans ce balado aujourd'hui, Jérôme, un article de Simon Leduc intitulé « Quand la Chine utilise l'immigration pour affaiblir les démocraties ». Alors, dans cet article, on peut lire comment Pékin étend sa répression bien au-delà des frontières de la Chine, utilisant intimidation et surveillance pour forcer ses ressortissants en exil à défendre l'idéologie du régime. Alors, de quoi s'agit-il dans cet article publié dans la catégorie internationale? Oui, Simon Leduc, notre journaliste Simon Leduc, qui est revenu avec Aram Chantal, qui est un expert de la Chine de l'Université de Moncton.
sur ces cas d'intimidation de ressortissants chinois au Canada. C'est pas la première fois qu'on l'apprend, que des Chinois se sentent, en fait, se disent intimidés par le gouvernement chinois au Canada même. Donc, ils ne se sentent pas libres, en fait, au Canada comme peut-être nouveaux Canadiens. Je dis les Chinois au Canada, il y a 2 catégories. En fait, il y a les Chinois au Canada et il y a les Sino-Canadiens parce que, dans le fond, Pékin continue, le régime chinois, en fait, même quand vous n'êtes plus chinois, même quand vous n'avez plus de passeport chinois, le régime chinois vous considère comme chinois. C'est un peu l'Ouma chinoise ou le l'Ouma du Parti communiste. Non, parce que l'Ouma n'est pas ethnique, hein, alors qu'on est ici vraiment devant l'Ouma qui est la communauté musulmane. Là, ici, on est devant une conception ethnique de la nation. C'est-à-dire, si vous avez du sang chinois, on considère que vous êtes chinois et que vous êtes tenu d'adhérer à l'idéologie du régime. C'est grave, là. Donc, pour nos bien-pensants qui pensent que l'extrême droite est raciste au Canada, tout ça, regardez ce que la Chine fait, là, une conception ethnique de la nation. C'est-à-dire, vous avez du sang chinois, vous avez des responsabilités vis-à-vis du gouvernement chinois. C'est fou, là. Donc, c'est un peu comme si le gouvernement français considérait aujourd'hui que les Canadiens français, les héritiers, les descendants des coureurs des bois, étaient tenus d'adhérer au discours du gouvernement Macron. Quoiqu'au Canada, on est mal placé pour faire la morale, puisque justement, on a encore les lois du sang dans nos lois par rapport aux Autochtones, par exemple. Donc, on a certains archaïsmes encore, là. Oui, c'est vrai. Le Canada reste un régime colonial. Mais bref, c'est ça. Donc, on est revenu là-dessus parce que c'est encore dans l'actualité et on présente souvent aujourd'hui, c'est très à la mode de présenter la Russie comme l'ultime menace pour le Canada, mais la vérité, c'est que la menace principale, le pays qui s'ingère le plus au Canada, probablement qu'après les États-Unis, c'est probablement la Chine. Donc, c'est pas la Russie, ça m'étonnerait beaucoup, là. Donc, la Russie est un peu un bouc émissaire quand même à travers ça. Donc, Rome Chantal qui vraiment décortique toute la stratégie de la Chine, là, comme vraiment un expert vraiment très compétent et qui nous explique, c'est ça, le raisonnement du gouvernement chinois et comment il s'y prend pour, en fait, réprimer jusqu'ici, jusque dans les campagnes canadiennes, les Chinois qui, par exemple, sur les réseaux sociaux auraient été attrapés à avoir un commentaire négatif envers le gouvernement chinois venant et toute la question de Taïwan, là, qui est très, très sensible. Évidemment, les Chinois de Taïwan sont probablement, en fait, les pro-Taïwan parmi la diaspora chinoise et taïwanaise sont probablement les principaux visés. On parlait des postes de police là, chinois. Bon, c'est pas tout à fait des postes de police, mais ce sont quand même des centres à partir desquels, c'est ça, Pékin vise à conserver une influence sur sa diaspora. Donc, quand on dit l'immigration, comment la Chine utilise l'immigration pour affaiblir les démocraties, c'est qu'elle utilise en fait la diaspora pour comme courroie de transmission des intérêts du régime dans les pays où se trouve la diaspora. Donc, ça doit être vrai ailleurs, c'est pas juste vrai au Canada, mais en France, etc. Partout, en fait. C'est dommage parce que la conclusion, c'est quand même que partout où il y a une diaspora chinoise, il y a une présence de la Chine, mais du régime chinois. Il y a des taupes un peu parmi la population. Oui, c'est dommage parce qu'ils sont, comme je vous dis, ils sont contraints. C'est Sino-Canadiens ou c'est Chinois au Canada, ils sont contraints de collaborer. Puis évidemment, c'est pas tous parce qu'on parle de dizaines de milliers de personnes, là. Puis il y a divers degrés. Mais malheureusement, on voit qu'encore une fois, l'immigration, on pense que bon, nous, c'est l'accueil, bon, c'est notre devoir d'accueillir des gens dans le besoin. Oui, mais attention, là, moi, je suis pour un certain niveau d'immigration, surtout dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans le contexte où beaucoup de Québécois ne veulent plus faire plusieurs tâches comme cueillir des fruits, être éducatrice en garderie, etc. Mais l'immigration peut malheureusement regarder à être une stratégie quand même d'un régime pour imposer son modèle. Et le modèle du gouvernement chinois en passant, c'est la crise sociale. Donc, il y a quand même une sorte de sinisation tranquille de l'Occident. Et le Canada qui reste un pays très faible, en fait. Là, donc, c'est pas difficile d'imaginer qu'un pays fort comme la Chine, démographiquement, puisse s'imposer au Canada de manière assez subtile. Il n'y a rien d'étonnant à ça.
Donc, le Canada est très vulnérable, en fait. Très, très vulnérable. Et selon toi, y aurait-il quelque chose qui pourrait être fait, là, mettons, à court terme? Évidemment, ça revient principalement au service de renseignement à contrer ça. Mais déjà, si on identifiait la bonne menace, puis encore là, je ne dis pas que la Russie ne voudrait pas s'ingérer d'une certaine façon un jour au Canada, mais ça reste qu'on regarde juste les chiffres. La Russie, c'est un pays de 120 millions, la Chine, c'est 1,1 milliard à peu près. C'est sûr que déjà, il faudrait que dans le discours public, on prenne conscience de qui sont véritablement nos adversaires. Là. C'est sûr qu'il y a c'est l'axe au complet, on sait, bon, Russie, Chine, Iran, c'est un axe bon, ce sont des alliés, là, ces pays-là. Donc, on peut les regarder dans leur ensemble. Mais depuis Pierre-Éliott Trudeau, en fait, ça a commencé dans les années 70, hein, toute cette espèce de complaisance de Pierre-Éliott Trudeau envers la Chine. C'est ça. Donc, ça part de loin, là. Et je pense que, comme nous racontait André Sirois dans un autre article de Libre Média, c'est que la Chine semble avoir vu, dès cette époque-là, dès cette ouverture du Canada à son endroit, une occasion de s'infiltrer tranquillement au Canada. Et comme je vous dis, c'est pas très difficile. Là, quand on est chinois, le Canada à l'échelle mondiale, c'est ça. D'abord, c'est un pays qui est peu populeux, c'est un pays qui est très, très grand, donc c'est très difficile quand même d'assurer... Bon, il y a du contrôle social au Canada, mais le territoire est tellement grand. L'État, en fait, de facto, ne pourra jamais non plus être partout en même temps. Donc, il y a plein de brèches, en fait. Il y a plein de brèches pour s'infiltrer au Canada. Sa faiblesse idéologique, ses institutions un peu décadentes. C'est un peu le candidat idéal, en fait, là, pour un régime comme la Chine. Donc, mais la solution, finalement, je pense, l'intérêt, ça serait les ressources naturelles éventuellement. Il y a ça aussi, d'avoir à bas prix. Imaginez, c'est le seul attrait. C'est ça. Oui, il y a la question de l'eau aussi, forcément, qui va peser, hein, ça c'est sûr. Quand même, les pénuries d'eau, c'est véritable là, dans des pays comme le Mexique. Donc, il y a des pays qui ont quand même qui ont déjà commencé à manquer d'eau. Donc, c'est ça. La solution, je pense, une prise de conscience, parce que souvent, quand même, le discours public peut quand même un peu, disons, motiver les autorités à agir. Donc, s'il y avait quand même une certaine pression, si on s'intéressait quand même dans les médias, on s'y intéresse, mais pas assez. Je pense que ça va être important d'exercer une certaine pression, en fait, là, pour que les autorités... en fait, c'est peut-être déjà le cas, là, parce qu'évidemment, les services secrets, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. C'est pas mal le propre des services secrets de ne pas dire ce qu'ils font exactement. Là. Mais c'est ça, je pense que, pour le dire autrement, on ne regarde pas à bonne place. C'est-à-dire, vous pouvez bien, on pointe l'Ukraine, oui, mais regardez, là, la Chine, en passant, c'est juste l'autre bord de l'océan Pacifique. C'est comme la France, par rapport, il y a l'Atlantique et le Pacifique aussi. Au Québec, on oublie un peu que le Pacifique et que toute la côte ouest, évidemment, avec Vancouver, etc., c'est une porte d'entrée là, pour la Chine. Là. Donc, on ne regarde pas à la bonne place et cet article de Simon Leduc nous aide à véritablement nous concentrer sur ce qui nous concerne et les forces sous-jacentes qui nous affectent tous au Canada. Cet article, Quand la Chine utilise l'immigration pour affaiblir les démocraties, un article à lire sur Libre Média ou libre-média.com. Une autre façon de ne pas regarder à la bonne place, mon cher Jérôme, c'est justement d'être distrait par ces faits divers là, qui prennent beaucoup de place. Quel est ton grand enjeu de la semaine? J'ai envie de donner au Devoir la palme du grand enjeu de la semaine, le Devoir qui a consacré tout un dossier cette semaine à l'alcool, donc aux graves méfaits de l'alcool au Québec, dans un dossier un peu pompeux où on parle... présente des enquêtes, en fait, des équipes du Devoir qui ont révélé, ces enquêtes-là révèlent à quel point le gouvernement Legault, à quel point il n'en ferait pas assez pour contrer les méfaits de l'alcool au Québec. On accuse aussi Éduc-Alcool, de ne pas tenir compte des nouvelles données en matière, de santé publique qui montreraient évidemment que finalement, il faudrait revoir toujours plus à la baisse le nombre de consommations là, raisonnables par semaine. Donc, en gros, le Devoir qui consacre un dossier complet sur le risque zéro, hein, sans trop s'en apercevoir. Donc, on apprend en gros que la vie n'était pas encore assez tiède au Québec et même que la CAQ refuserait de sauver jusqu'à 9 vies par année
avec ces genres de politiques alcooliques. Donc, la CAQ serait un genre de parti alcoolique. Non, en tout cas, vous lisez. Et les autres partis qui se prôneraient, notamment le 0,5, seraient, eux, beaucoup plus responsables. Donc, je trouve ça un peu... Je sais que, le PLQ aurait fait des propositions en ce sens, là, mais imaginez quand même, le monde est en pleine ébullition et Le Devoir, cette semaine, ne trouve rien de mieux à révéler au grand public que ces petites trouvailles néo-puritaines. Donc, imaginez consacrer une bonne partie de votre semaine, encore une fois, au méfait de l'alcool, alors que les accidents de la route ont plafonné au Québec là, depuis quelques années et que finalement, là, la cible zéro, là, c'est une utopie. C'est non seulement une utopie, mais c'est aussi comment est-ce que ces gens-là pensent vraiment que des organismes comme Éducalcool ou la santé publique peut avoir une influence quelconque sur la consommation des Québécois, là? Est-ce que c'est une façon pour eux de légitimer les subventions qu'ils reçoivent, selon toi? Oui, en fait, effectivement, la question se pose, est-ce que Éducalcool influence vraiment les comportements des Québécois en matière d'alcool? La réponse doit être nuancée, là. C'est clair que c'est pas tout le monde qui se sent tenu de respecter ces recommandations-là, qui sont d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens même qui les devancent, c'est-à-dire que on vise des objectifs qui sont inatteignables. 9 vies par année, accuser quand même la CAQ finalement d'être à l'origine de 9 vies par année, 9 morts par année. C'est-à-dire, c'est ridicule. Sur 9 millions, là, tu sais comment... Oui, puis c'est des projections aussi qui sont absolument spéculatives, là. Je pense qu'on pourrait demander à un actuaire de nous faire des projections et qu'est-ce qui leur permet d'associer cette mort-là à l'alcool, à l'excès d'alcool ou aux politiques. Et comment les politiques, parce qu'il faut voir aussi, OK, peut-être que c'est l'excès d'alcool qui est lié à la mort de ces 9 personnes-là, mais il faut aussi prouver comment les solutions qui sont préconisées pourraient être un obstacle à ces morts. Et ça, oui. C'est rarement fait. Mm-hmm. C'est la question se pose, effectivement. Donc, cet article du Devoir était ton grand enjeu de la semaine, mon cher Jérôme, on est toujours très intéressé à voir quelle est ta palme d'or en ce domaine à chaque semaine. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bonne fin de semaine. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.